Cette histoire est incroyable. On a caché la toxicité du Roundup pour protéger le développement des OGM. Reprenons l'histoire des OGM à son début. D'après le site internet de Monsanto, le soja Roundup Ready fut la première culture transgénique autorisée aux États-Unis en 1996. Ces producteurs sont regroupés au sein de l'ASA, l'Association américaine du soja, dont le site de Monsanto fournit l'adresse. John Hoffman, son vice-président, est un défenseur inconditionnel de la biotechnologie. Au printemps, vers le 1er mai, je pulvérise une première fois du Roundup pour tuer les mauvaises herbes. Et puis, 6 ou 7 semaines plus tard, je fais une deuxième application. Et ça suffit pour le reste de l'année. Avant d'avoir la technologie Roundup Ready, les champs avaient des mauvaises herbes. Nous devions les inspecter et arracher les mauvaises herbes à la main. C'était beaucoup de travail. Le système Roundup Ready me permet donc d'économiser du temps et de l'argent. Apparemment, la nouvelle merveille de Monsanto a tout pour séduire les agriculteurs. Mais comment ça marche? Comment le soja peut-il survivre aux épandages de Roundup? Voici une cellule de soja. Au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN, la structure génétique du soja. Pour créer son OGM, Monsanto franchit la barrière des espèces. Ces chercheurs ont sélectionné un gène provenant d'une bactérie qui confère la résistance au Roundup. Le gène est fixé sur des particules d'or microscopiques qui sont bombardées avec un canon à gènes dans les cellules de soja. Le gène pénètre l'ADN et fabrique une protéine qui permet à la plante de résister au Roundup. Quand l'herbicide est pulvérisé, il tue toutes les mauvaises herbes, sauf le soja. À dire vrai, c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Mais tout de même, ce soja destiné à être arrosé par un herbicide puissant finira dans l'assiette du consommateur. On imagine donc qu'il a dû être soigneusement testé avant sa mise sur le marché. Qui était ministre de l'Agriculture à l'époque? C'est Dan Glickman, qui fut ministre de Bill Clinton de 1995 à 2000. Au début de mon mandat, il y avait un consensus dans l'agroalimentaire et au sein du gouvernement des États-Unis. Si on ne marchait pas tête baissée en faveur du développement rapide de la biotechnologie et des cultures OGM, alors on était considéré comme anti-science et anti-progrès. Franchement, je pense qu'on aurait dû faire plus de tests. Mais les entreprises agro-industrielles ne voulaient pas parce qu'elles avaient fait d'énormes investissements pour développer ces produits. Et en tant que responsable du service qui réglementait l'agriculture, j'ai subi beaucoup de pression pour, disons, ne pas être trop exigeant. La seule fois où j'ai osé en parler pendant le mandat de Clinton, je me suis fait taper sur les doigts, non seulement par l'industrie, mais aussi par les gens du gouvernement. En fait, j'ai prononcé un discours où j'ai dit qu'il fallait qu'on étudie plus sérieusement la réglementation des OGM. Et il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement Clinton, surtout dans le domaine du commerce extérieur, qui étaient fâchés contre moi. Ils m'ont dit « Comment peux-tu, toi qui travailles dans l'agriculture, mettre en cause notre système de réglementation ?» Voilà qui est clair. Aux États-Unis, le ministre de l'Agriculture ne fait pas le poids face aux intérêts des multinationales. Mais comment sont réglementés les OGM aux États-Unis? Le texte le plus important a été publié par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des médicaments. Titre: Aliments dérivés des nouvelles variétés de plantes. Date: 29 mai 1992. Principe 1. Les aliments obtenus par modification génétique sont réglementés de la même manière que ceux obtenus par le croisement traditionnel des plantes. En clair,
La FDA décide de ne pas créer de catégorie spéciale pour les OGM. Pour toute question, adressez-vous à James Mariensky, qui dirigeait alors le département de la biotechnologie. En gros, le gouvernement a pris la décision de ne pas créer de nouvelles lois. Il pensait que les lois existantes pouvaient s'appliquer aux nouvelles technologies. Ça veut dire que la Maison-Blanche a demandé à l'agence d'écrire un texte où les OGM ne seraient pas soumis à une réglementation spécifique. Mais ce n'était pas basé sur des données scientifiques, c'était une décision politique. Oui, c'était une décision politique qui touchait beaucoup de domaines, pas seulement la nourriture. Elle s'appliquait à tous les produits de la biotechnologie. Quel aveu incroyable! James Mariensky reconnaît que la réglementation des OGM fut basée sur une décision politique et pas scientifique. Mais comment cette décision fut-elle argumentée? Principe 2. Les composants des aliments provenant d'une plante génétiquement modifiée seront les mêmes ou similaires en substance à ceux que l'on trouve communément dans les aliments. Autrement dit, la FDA considère a priori qu'une plante modifiée génétiquement est similaire à une plante conventionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance, qui a été repris partout dans le monde. Il est au cœur du débat qui oppose les anti-OGM aux pro-OGM. Comment la FDA a-t-elle pu décider qu'une plante OGM était similaire à une plante conventionnelle? Nous savons que les gènes qui sont introduits dans les plantes par la biotechnologie produisent des protéines très semblables à celles que nous avons consommées pendant des siècles. Ça, c'est la version officielle de la FDA. Elle est battue en brèche par Jeffrey Smith, auteur de plusieurs ouvrages sur les OGM. Michael Hansen, expert scientifique auprès de l'Union des consommateurs. L'essayiste Jeremy Rifkin, qui fut le premier à dénoncer le principe d'équivalence en substance. Si les OGM sont si bien implantés aujourd'hui, c'est à cause d'une tromperie de la FDA. Ils disent que ces aliments ne sont pas différents. Ils emploient l'expression équivalence en substance, ou pas considérablement différent, ce qu'ils traduisent par généralement reconnu comme sûr, GRAS en anglais. Normalement, pour que quelque chose soit considéré comme GRAS, il faut que cela s'appuie sur de nombreuses études et qu'il y ait un large consensus au sein de la communauté scientifique. Avec les OGM, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. La FDA disait: si on introduit un gène dans une plante, ce gène est de l'ADN. Comme nous consommons de l'ADN depuis longtemps, nous pouvons donc conclure que cette plante est GRAS. Notre point de vue, c'était que les gènes devaient être considérés comme des additifs alimentaires. Actuellement, quand on veut ajouter dans un aliment une goutte microscopique d'un nouveau colorant, d'un conservateur ou d'un produit chimique, c'est considéré comme un additif alimentaire. Et donc, on doit faire toutes sortes de tests pour prouver qu'il y a une certitude raisonnable qu'il ne soit pas nuisible. En revanche, lorsqu'on manipule génétiquement une plante, ce qui peut engendrer d'innombrables différences dans l'aliment, on ne demande rien.